Je tente de réfléchir à la façon dont je perçois et considère le queer. C'est vaste, c'est personnel, mais je vois bien sûr un lien avec l'idée de s'inventer et de se réinventer, se créer soi-même en créant une nouvelle identité. S'affranchir des codes, les tordre, les adapter à soi. C'est une résistance, peut-être une résilience aussi, à moins que ce ne soit l'inverse. C'est aussi reprendre le pouvoir sur des codes normatifs qui enferment, qui marginalisent et traumatisent. Aujourd'hui, mon invité est Club Kid, le premier Club Kid de Flamboyante. Je trouve ça vraiment super d'entendre ces mots. Il s'appelle Klaus. C'est plus Klaus Maquillé qui m'a appris à être moi au quotidien que moi qui l'ai créé lui. Bonjour Klaus. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va. On va dire que ça va. On ne se connaît pas du tout et comme je demande à chacun ou chacune de mes invités, est-ce que tu pourrais te présenter un peu ? Je m'appelle Klaus, j'ai 22 ans, je suis en train de finir mon Master 2 en art plastique et je suis Club Kid. Bonsoir. Partie du collectif Les Dépotoirs et du collectif Kindergarten. Est-ce que pour toi ça signifie quelque chose ? Est-ce que ça fait sens quand je parle de culture queer ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert, que tu découvres encore ou qui s'est imposé à toi ? Je pense pas que ça s'est imposé à moi dans le sens premier, comme on peut dire. Ça s'impose à toi parce que le queer est quand même un mouvement qui est assez complexe, qui est très compliqué. C'est toujours ultra compliqué de déconstruire entièrement tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est né. Et c'est en soi le but du mouvement queer. Ça s'impose dans le moment où tu te rends compte que ce que les personnes et ce que le monde attend de toi est parce que toi t'as envie de donner. Et du coup, forcément, tu commences à faire des recherches sur what's wrong with you, un peu. Et d'un moment ou un autre, tu tombes sur le queer. Après, moi, j'ai dû faire toutes mes recherches assez tôt parce que ça a toujours été mon angle dans tous les mémoires et les rendus que j'avais pour la fac de toute manière. Mais parce que ça faisait sens dans ta vie personnelle. Oui, parce que mon travail, ça a toujours été un travail qui est autobiographique. Et du coup, je pouvais pas ne pas parler du queer. Et ça m'a justement appris plein de choses en pensant parler d'un truc qui était infime ou un petit détail, tu te rends compte qu'en fait, il y a toute une culture et tout un mouvement et plein de textes et plein de grandes personnes qui ont dit des choses dessus et qui continuent à en dire. Tu penses que cette culture queer, on continue de la découvrir au quotidien ou c'est quelque chose que tu penses avoir, que tu maîtrises maintenant ? Non, je pense pas que je la maîtrise et je pense pas que quelqu'un puisse maîtriser la culture queer parce que c'est quelque chose qui est tellement personnel en soi. Et c'est ça qui est un peu dangereux dans dire la culture queer, c'est que ça rend à quelque chose d'assez matériel et d'assez presque homogène ou codifié en tout cas. Ce qui est pas vraiment le cas pour le queer. Le queer, c'est quand même la chose la plus et généralisante dans le mot, mais en même temps la plus personnelle parce que chacun a sa propre vision du queer, parce que chaque personne queerisée est queerisée à sa manière, on va dire. Et donc oui, c'est clairement un truc qu'on continue, que je continue en tout cas à découvrir des nouveaux trucs que moi je dois déconstruire vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres, des nouvelles personnes qui ont écrit des choses il y a littéralement 20-30 ans et tu te dis, oh mon Dieu, ça a été là tout le long, mais c'était quelque chose dont on parle pas, et surtout, genre, c'est des écrits qui sont pas forcément les écrits dans lesquels on a le plus accès non plus, et du coup, tu te dis, je viens de penser à ça, et en fait, c'est tout un truc qui existe depuis très longtemps, et du coup, ça te donne des nouvelles clés, et donc je pense que c'est vraiment quelque chose de perpétuel qui grandit tout le temps, parce que le queer va évoluer vis-à-vis de la société qu'il y a autour, de toute manière, parce que le queer est fondamentalement lié avec à la société dans laquelle il existe. Et c'est pas immuable. Le fait de lire des choses qui semblent très théoriques, mais qui se rapprochent de quelque chose sur lequel t'arrives pas forcément à mettre des mots, même si ça influe pas et que tu changes pas radicalement le comportement du jour au lendemain, au moins ça te donne une manière de l'appréhender parce qu'il y a des mots, donc ça existe. Donc ça donne un minimum de recul. Ça fait comprendre les choses. Ouais, ou ça donne juste un point de vue extérieur sur peut-être un sentiment que toi t'arrivais pas à préciser. Je t'en ai parlé un peu avant l'enregistrement. Tu es le premier Club Kid que je reçois dans Flamboyante.
Est-ce que du coup tu pourrais nous donner ta définition, je suis désolé de demander des définitions parce qu'on déteste ça, mais ta définition du Club Kid, si tant est qu'il y en ait une, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas forcément. Théoriquement, si on veut faire la chose de manière très elliptique, le Club Kid, c'est une espèce de forme de drague qui n'est pas ancrée dans le genre, mais qui est plus ancrée dans une sorte d'absurdité et d'ultra-exubérance qui n'a pas de genre. Et qui, du coup, permet de faire des choses complètement absurdes et de devenir une espèce d'œuvre d'art ultra stupide, comme une drag queen devient une drag queen. C'est juste qu'il n'y a pas cet ancrage dans le genre, pas spécialement. Ça, ce serait une définition qui est assez elliptique. Après, je pense que ça, c'est toujours le mal que j'ai maintenant vis-à-vis du Club Kid, c'est que le Club Kid a une histoire qui est très courte et il y a une raison. C'est la mort de Warhol, c'est le plus d'endroits pour sortir, c'est vous voulez nous mettre vous voulez nous cacher, nous mettre dans des ghettos, ben je vais prendre le plus de place possible et être le plus absurde possible, et on va aller faire des soirées dans des métros, on va aller faire des soirées dans la rue, on va aller faire des soirées de partout. Et c'est au final un mouvement qui est très très court, qui avait une raison géographique, sociétale. Je pense que cette raison maintenant a changé. Je pense qu'on a encore à la trouver. Donc tu penses que la raison du Club Kid aujourd'hui est encore à définir? Ouais. D'accord. Et toi, tes motivations premières quand tu as voulu, quand tu as commencé à être un Club Kid, c'était en lien à cet aspect-là historique ou c'était un accès backstage? J'ai fait mes recherches sur le Club Kid après avoir commencé à en faire. Ça m'est jamais venu, en fait, dans cet élan de se transformer, de passer par l'étape je vais me mettre en femme. Ça, je me suis jamais vraiment posé la question, de la même manière qu'une drag queen s'est peut-être jamais posé la question de est-ce que je fais du Club Kid, est-ce que je fais du drag. Je me suis rendu compte que ça pouvait être un outil dans mon travail plus large. Parce qu'à la base, je fais de la photo et vu que ça a toujours été de la mise en scène de soi-même et de l'autoportrait, ça permettait justement de passer au-delà du stade genre mise en scène et ensuite mettre du Photoshop et des trucs comme ça et de littéralement devenir l'œuvre d'art pour un soir et pouvoir faire un statement qui sera pas genre exposé en galerie et touchera un nombre de personnes que ça touchera, mais qui touchera les gens qui sont là le soir. Et aussi parce que moi je pense que j'en avais besoin à ce moment-là de faire ça pour moi-même. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, au-delà de l'aspect personnel, il y a aussi une dimension artistique que tu as vue directement qui t'a intéressé. Oui, même si elle a mis longtemps à venir. Ouais. Il y a quand même ce moyen de devenir et totalement autre que toi, totalement quelqu'un d'autre, mais en même temps, t'es un peu trop toi. Je sais pas si ça fait sens. Oui, bien sûr. Et ouais, je pense qu'après, c'est aussi peut-être pour ça que j'ai jamais eu l'intention de faire du drag à proprement parler. Parce que du coup, le premier truc à chaque fois qu'on se dit pour faire un look, c'est et se dire je peux prendre des clous et faire plein de trucs et faire une sculpture que je mettrais sur mon crâne, ou alors genre faire telle chose avec ton corps et tout ça qui va vraiment emmener la chose vers un aspect qui est plus sculptural. Qui toi t'intéresse davantage. Alors que peut-être le drag est peut-être un peu plus théâtral dans son essence. Même s'il y a quand même tout le reste, sculpte ta wig, fais tes vêtements, sculpte ton corps, machin, mais c'est littéralement le même travail. Je pense que c'est dans un sens différent. Et que le Club Kid permet par exemple, si on prend par exemple la folie, l'état mental de la folie, par exemple, genre par le drag, ça passerait par je me mets en femme folle. Ouais. Le Club Kid peut permettre ce soir je sors en folie. Et t'es la folie. Juste pour un soir, t'es un truc complètement absurde et tu trouves un moyen de personnifier une idée absurde, quoi. Ouais, du coup, le Club Kid, selon toi, a encore moins de cadre qu'une drague qui, certes, est libre, mais tend à ressembler à ce qu'elle a envie d'être, mais dans un cadre donné. Oui, après, le truc qui est justement un peu compliqué avec le Club Kid, c'est que ça n'a pas de forme à la base, quoi. Donc, il peut y avoir, par exemple, un Club Kid qui a trouvé sa forme et son cadre et qui va décliner ce cadre-là tout le temps de la même manière, mais qui à chaque fois va être différent, mais avec un cadre donné. Tandis que d'autres, font tout et n'importe quoi. Et c'est ça, du coup, qui est un peu compliqué
à définir, je pense. Et c'est surtout que le fait qu'il n'y ait pas de cadre, généralement, beaucoup de personnes considèrent que c'est un peu de la flemme. C'est un peu rassurant, j'ai la flemme de mettre en drague. Bon, je vais faire un petit look Club Kid. Bah non, ma puce. Prends un peu plus que de la flemme pour faire du Club Kid. Je pense que si tu me compares avec Tiggy, Tiggy Thorn, qui est un autre Club Kid qui sera, je l'espère, dans Flamboyante rapidement. Je suis des deux celle qui fait n'importe quoi et qui fait tout, parce que si tu vas sur mon Instagram, il y a un moment je suis un cochon, le lendemain je suis genre avec une grosse ponytail, le lendemain je suis un chien, le lendemain je suis avec un pompier ou peu importe. Tiggy, il a plus genre je sais ce que je fais, j'ai mon cadre et du coup il va le décliner et à chaque fois ajouter des choses et le grandir. Donc je pense qu'il a peut-être plus une vision claire de ce qu'il veut être, ce qu'il veut faire, tandis que moi j'ai plus une vision claire de chaque look que je fais, c'est comment je me sens à ce moment-là. Et ouais, tu te laisses porter par tes états. Avec un mental très instable, ça fait des choses très instables et très très différentes. À chaque fois, mais qui se reconnaissent. Je sais que j'ai ma silhouette, je sais que j'ai ma patte et que les gens savent à peu près à quoi Klaus va ressembler. Des fois, on se surprend. Être Club Kid, c'est une idée qui est venue chez toi spontanément? Ou c'est venu après une réflexion, une envie, un besoin? Non, je pense pas que ce soit ni spontané, je pense pas que c'est non plus réfléchi. Dans les deux cas, c'est comme on le dira toujours, je pense, c'est la House of Moda qui a fait ça et j'ai mis du temps parce que je me maquillais quand même pendant bien peut-être une année où je me maquillais dans un pseudo Club Kid, on va dire, parce qu'on s'était pris au jeu de le faire pour cette soirée. Pour d'abord la Snap, puis après d'autres soirées, parce qu'au final c'est fun et je me suis rendu compte que je suis beaucoup plus à l'aise. J'étais beaucoup plus à l'aise comme ça avec les gens parce que j'ai énormément d'anxiété sociale. Donc je me suis rendu compte que j'étais plus à l'aise avec les gens à ce moment-là, donc j'allais continuer à le faire. Et ouais, ça a quand même pris bien un an et quelques avant que je dise que ça en fait je peux en faire quelque chose et je peux le pousser clairement plus loin. Et là encore, il y a encore plein de... Chaque mois je me dis en fait je peux peut-être... l'amener encore à cet endroit-là, et c'est la kindergarten qui m'a beaucoup poussé à faire ça. C'était un espace de liberté pour toi, genre un des premiers espaces où tu t'es senti libre? Oui, mais ça aussi était la première fois où vraiment fallait que je step it up, quoi. Parce que j'avais pas fait énormément de perfs avant que j'intègre le collectif kindergarten, et c'était la première soirée, et on a fait la scène, et du coup c'est le moment où faut que t'apportes le show. Et la première fois que tu t'as performé à la kindergarten, tu t'en souviens? La première fois que j'ai perfé à la kinder, oui, le son s'est coupé au bout de 15 minutes et je me suis mis à hurler kindergarten pour que les gens ça criait. On l'avait mis dans un bodysuit alors que ça faisait littéralement 2 ans que je sortais que en slip et ils se sont dit on va le mettre dans un full bodysuit parce que ça va aller apparemment. Du coup mon sourcil est tombé, enfin mon cache-sourcil est tombé au bout de 15 minutes, puis après l'anti gauche est tombé aussi. C'était une soirée sympa, mais c'était très jouissif. Et je pense que ce soir-là, on a tous tilté dans le collectif qu'on tenait quelque chose d'important, de trucs qu'on pouvait amener loin. Même tous les cafouillages qu'on a eu, parce que c'est la première fois qu'on faisait un show aussi long, et une première soirée, forcément une première soirée, c'est jamais forcément comme on l'imagine. Mais je me souviens beaucoup plus de stress que maintenant, parce que c'était la première fois que tu te retrouves devant 300, 400 personnes. Et après, tu te rends compte qu'en fait, à la kinder, on fait pas des shows qui se regardent attentivement. Donc en fait, tu te rends compte que ils dansent avec toi et c'est pas toi qui danses devant eux. Devant elles. Est-ce que tu pourrais un peu en parler, justement, et la présenter pour les gens qui ne connaissent pas et qui, du coup, viendront peut-être gaiement à la prochaine? Alors, la Kindergarten Party est une soirée qui est organisée par 2 Club Kids, Tiggy Thorn et Le Marmoset, dans le but de faire un revival, justement, de la culture Club Kid des années 90. Le Kindergarten est aussi un collectif de 8 personnes avec des DJ, des Club Kids, des performeurs, des danseurs et tout ça, dont moi. Et on fait une soirée tous les 2 mois, et où c'est un espace où tout le monde est invité à venir et faire n'importe quoi et à s'amuser comme des petits gamins. Tu parlais un petit peu avant de la confiance en soi. Je voulais savoir si c'est quelque chose qui te semble important. Enfin, en fait, je sais que j'ai lu un papier dans Vice où ils t'ont cité et tu as dit: quand tu fais du drag ou du club kid, il faut croire en ta personne. Si tu ne crois pas en ta personne, le public n'achète pas ce que tu lui vends.
Donc, est-ce que tu peux me parler plus en détail de cette confiance en soi qui semble nécessaire et que pourtant... Qui est très fausse. Oui, enfin, en tout cas, tu m'as dit que tu n'étais pas forcément à l'aise. Donc, Strictement pas. Donc, est-ce que tu peux m'en parler un peu de cette dichotomie entre toi sur scène et toi dans la vie? Je pense quand on fait du drag ou du club kid, j'ai tendance à dire du drag, mais qui englobe aussi le mot club kid, c'est plus rapide. Je pense qu'il y a un mouvement premier qui est que la personne dans laquelle tu te transformes, t'as juste envie que cette personne te dise à toi, je suis fier de toi. Et je pense que c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour qui est en soi foncièrement club kid, c'est regarde, je veux pas de la merde et je vais prendre le max de place que je vais prendre. Et il y a toujours cet aspect un peu étrange quand on est face à quelqu'un, et je sais qu'il y a plein de personnes qui ont dû être face à moi et se dire what the fuck. Quand il y a une transformation si radicale et si exubérante et que la personne a l'air soit très timide ou soit que tu sens qu'elle aime pas trop ce qu'elle vend, qu'elle croit pas ce qu'elle vend. Et sur scène, ça se voit énormément parce que rapidement les gens bouffent. Et si tu vacilles une seconde et que si quelqu'un voit une faille, tout peut partir en... Certaines personnes pensent que faire du drag et mettre autant de maquillage et mettre autant de perruques, de chaussures, de corsets et tout ça est un bouclier. Je suis très de la culture de tout ce qui est le carnaval à la base, c'est de se cacher pour être mieux soi et se montrer un peu plus parce qu'on n'a pas t'as l'impression d'être un peu anonyme. Alors que pas du tout, mais... Et je pense que ça fait un peu ça le drag et que ça crée une espèce de fausse confiance qui est juste là, parce que la confiance en soi, c'est clairement un gros mensonge, c'est juste un changement de perspective. Personne n'est né avec la confiance en soi, c'est un truc qui s'apprend. Et c'est un truc, moi, qui m'a beaucoup aidé en faisant du club kid, principalement aussi parce que quand j'ai commencé, j'ai eu toute une période où tout ce que je portais avait l'air très douloureux. Où du coup, les personnes ont un rapport qui est totalement différent avec toi. Ou par exemple, quand je suis en cochon et on voit que je morfle un peu et que je peux pas trop parler et que ça me prend 15 minutes pour juste prendre une gorgée dans ma paille parce qu'il faut trouver le trou dans de faire filer le cochon, les gens c'est totalement différent que si j'avais juste un masque de cochon, par exemple, parce que là, on voit quand même l'humain, mais il y a le cochon par-dessus qui va créer genre, cette personne, elle se met dans un inconfort, mais apparemment par choix. Donc déjà, ça crée de l'intrigue. Et par-dessus, ils se disent, en plus, elle est inconfortable pour mon divertissement, et du coup, ça crée un rapport qui est totalement différent, un rapport où tu sens toi-même ta présence, tu sens l'effet que tu as sur les personnes, et tu te rends compte au final que ces personnes te font pas de mal, et je pense que c'est dans un grand truc de timidité ou d'anxiété sociale, c'est toujours la peur de soit cette personne va me mettre dans une situation qui va me mettre mal à l'aise, ou cette personne va me vouloir du mal, ou je suis pas assez pour cette personne, je suis pas assez intéressante. Là, c'est la chose qui s'inverse totalement, c'est que c'est la personne qui va venir te voir et qui va être intriguée par ce que t'es. Donc, tu sais déjà que t'as une espèce de plus-value qui aide et après utile au quotidien. C'est pour ça que j'ai le même nom en dragueur drag, c'est que c'est plus Klaus maquillé qui m'a appris à être moi au quotidien que moi qui l'ai créé lui. Ouais. Ok. Oui, donc en fait, le Klaus Club Kid t'a façonné aussi dans ta vie personnelle et t'a fait comprendre qui tu étais davantage. J'ai tendance à me perdre rapidement et j'ai tendance à m'effondrer assez rapidement, et je savais très bien que avoir ce support qui est moi mais qui est pas moi allait pouvoir m'aider à mettre juste un curseur à où est-ce que j'en suis émotionnellement, où est-ce que j'en suis créativement en ce moment, où est-ce que j'en suis dans mon rapport aux autres. Il y a eu un shift de personnalité totalement radical entre maintenant et qui j'étais en civil il y a 2 ans. Je considère que c'est plus moi en Club Kid que moi là. Que toi, là au moment où tu me parles. Ouais. Tu as décidé de garder le même prénom aussi en civil qu'en Club Kid. Est-ce que ça te va si par exemple je parle de toi, enfin si je parle de ton Club Kid comme un personnage que tu t'es créé quand même? Oui, parce que Klaus, c'est pas mon vrai prénom. Okay. C'est un prénom que j'ai changé aussi au quotidien. D'accord. Par volonté de reprendre à zéro ce qu'on avait fait, ce que j'avais fait de moi-même à un certain moment. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, oui, j'ai pas voulu créer en plus 2 personnes. C'était là, il faut que je pars à zéro, ça va pas du tout. C'est aussi pour ça que je disais que c'est aussi le Club Kid qui m'a plus appris à être moi, parce que c'est vraiment un mouvement exactement parallèle. Donc du coup, tu avais changé ce prénom pour commencer une nouvelle
partie de ta vie qui te semblait davantage faire sens pour toi? Oui. Oui, parce que c'était la niveau question santé mentale et événement inopportun, Ouais. on va dire. Ok. Je savais que j'arriverais pas à continuer si je reprenais pas tout en contrôle. Donc tes performances et tes outfits et ce que tu revendiques à ce moment-là, ça fait sens en fait, c'est toi. Ouais. Ce qui est très compliqué parce qu'il y a eu début de l'année dernière, c'était quoi? C'était la 6e Kinder et j'ai eu énormément de mal à dealer entre ce que moi j'avais envie de faire et ce que je savais que les gens attendaient de moi. Mm-hmm. Littéralement à 2 jours d'écart, j'étais en petit chat de Séchir, tout rose, tout mignon, avec une gueule un peu terrifiante, parce que du coup j'avais même pas envie de me maquiller, parce que je savais au fond de moi que j'avais pas envie de faire ce look, parce que c'est pas quelque chose que je ressentais. 2 jours après, j'étais en camisole avec un gros harnais avec des pics sur la gueule et plein d'anneaux dans la bouche, et je pouvais pas bouger, et je me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. C'était genre, ah, enfin! Parce que c'était comment je me sentais à ce moment-là, et c'était la chose la plus honnête que je pouvais faire. Tout artiste, et même je pense pour être humain, ça arrivait à dealer entre l'attente professionnelle, on va dire, entre guillemets, et tes envies à toi. Et il y a des moments où tu dois aller au travail. Puis après, il y a des fois, faut juste pas... je sais que j'ai toujours très tendance à prendre tout très au sérieux et à toujours vouloir faire tout à fond. Quand j'ai donné la citation que tu avais dite pour Vice tout à l'heure, tu parlais du public qui n'achète pas ce que tu lui vends si tu n'es pas assez confiant. Toi, tu penses transmettre ou vendre quoi aux gens? La première fois où où on s'est dit avec Richard, qui est un performeur de la Kinder, c'est que ce qu'on faisait sur scène était tellement stupide et tellement pas prise de tête et toute l'ambiance allait avec que 2 filles vers le premier rang se sont mis seins nus, ce qui est totalement normal, et je me suis dit waouh, ça veut dire que l'espace est suffisamment chill et suffisamment bon enfant alors qu'il y a énormément d'hommes dans la salle pour que tu te sentes suffisamment en sécurité et que tu te sentes dans un espace où tu peux faire ça sans que personne ne dira rien et personne n'aura rien dit. Et ça, tu vois, c'est une manière de lâcher, c'est que t'es en train de transmettre une énergie qui est ultra cool. Est-ce que peut-être que t'avais réussi à transmettre une liberté? C'est toujours ce qu'on essaie de faire dans le truc, c'est d'essayer de faire une espèce de, pas de contre-soirée, mais de co-soirée sur scène qui va un peu engrainer les gens à monter avec nous. Et il y a plein de fois où j'ai vu des gens qui semblent pas très chauds, où tu sens que, peut-être que je suis pas assez bien sapé, ou peut-être que je suis pas assez sexy, il y a ce mec ultra buff là-bas, il y a cette meuf ultra bien qui se pose ultra bien, qui se passe tout dans le truc. Et puis, je sais pas, tu vas me casser la gueule sur scène. Et il y a plein de fois, c'est aussi ton rôle en tant que drague, en tant que kid, d'engrainer les gens à être totalement libre. Pour toi, c'est ça ton rôle? Ouais, moi, j'ai toujours dit... C'est la transmission? Je pense que c'est quelque chose quand même qui est très collectif, quoi, parce que c'est... mine de rien, tu te mets dans une situation qui est inconfortable pour toi, dans une situation de fun. Ce que j'essaye de faire en gros, c'est de montrer que tu peux aller terriblement mal et en faire quelque chose de fun, ou en tout cas t'en sortir et t'amuser quand même. Tu sens, par exemple, après une performance ou quelque chose, si ça a pris ou si ça n'a pas du tout fonctionné? Tu le ressens? Vraiment, en 4 minutes, si tu sens que le public a pas réagi une fois, c'est la merde. Enfin, tu sens un peu que quand même, tu le tiltes. Dans le cadre des grosses scènes avec des perfs aussi longues qui sont pas à regarder attentivement, tu sens un peu que l'énergie que tu reçois, elle est pas là, quoi. Parce que c'est tellement long, c'est qu'au bout d'un moment, juste, tu deviens la salle et tu te laisses engrainer par toute l'énergie de ce qui se passe dans la salle, l'énergie de la musique, le DJ qui réagit avec comment les gens réagissent. Et c'est là le moment où, genre, s'il y a une micro-faille et le temps que toi, t'essayes de remonter ta fausse confiance en toi, il y a 40 personnes qui viennent de voir que t'as perdu confiance et du coup, tu le sens, quoi. Donc c'est assez dur de se faire remonter après. C'est d'autant plus pour ça que tu parlais du fait qu'il faut croire en sa personne, en tout cas donner cette image. Pour que les gens parce que si tu te trouves pas captivant, comment est-ce que tu veux captiver les autres? Ce que je fais est très ancré dans un genre qui est le genre masculin. Et parce que tu le veux ou tu te rends compte en fait que ça... Parce qu'en fait, je pense que j'ai
pas eu énormément de problèmes avec ma féminité. Ouais. Mais ce qui m'a toujours le plus posé problème, c'est le fait que je sois un homme. Et ce qu'on a fait de la vision de la virilité, ce qu'on a fait de ce que c'est être un homme, et cette espèce de vision un peu psychopathique de la chose, et de cette pression d'être tout le temps fort, d'être un leader, que je trouve assez fascinante. Donc je sais qu'il y aura toujours un rapport, mine de rien, à tout ça. J'ai longtemps travaillé sur la pornographie, donc j'ai quand même beaucoup d'éléments de kink. Et donc, par exemple, les kinks, si on prend ça comme exemple, c'est des inspirations, des références que tu as pour... Oui, et c'est surtout, en fait, mon travail en photo et ce que je faisais à la fac, par exemple, c'était d'abord essayer de trouver une version de masculinité avec laquelle moi j'étais à l'aise. Et en travaillant là-dessus, je me suis plus focusé sur à quel point, déjà sur toute la culture et la communauté BDSM, et sur les lois qui existent et les processus de réappropriation, de détournement, qui est quelque chose d'ultra queer, de reprendre une douleur et d'en faire un pouvoir ou de la rendre ultra ironique. Mais il y avait toujours cette... dans l'édulcorisation de ces cultures qui est maintenant de partout, ça amenuise un peu et décomplexifie la chose, où par exemple tu sais très bien qu'il y a des personnes qui vont considérer que quelqu'un de soumis va être quelqu'un de très faible, ou qui est quelqu'un qui n'a pas le pouvoir. Et tout ce que j'ai toujours voulu faire, c'est montrer à quel point que très souvent la personne en soumission est celle qui a le pouvoir, et c'est celle qui est la plus dominante entre les deux, avec le Club Kid, en étant dans des outfits qui sont très serrés, très contraignants, qui vont pas être agréables, en ayant plein de masques qui fait que tu peux pas vraiment parler, tout ça, et créer des visions qui vont presque paraître être dégradantes pour moi-même. Je vais me trimballer en cochon et littéralement en porc devant les gens, trou à l'air devant 400 personnes. Mais puisque c'est mon choix et puisque tu es là pour me regarder, il y a une sorte de tournement de pouvoir et un basculement qui se passe, et ça ouvre un peu le truc de « Ah, en fait, il a pas l'air d'être humilié, quoi. » Parce que tu l'as décidé au final. Parce que je l'ai décidé, et ça a toujours été à peu près dans ce sens-là que j'essaie de créer des choses. Après, il y a des moments, vu que j'ai eu énormément de combats avec ma propre sexualité, il y a beaucoup de peur qui joue dedans. C'est un truc assez cathartique, quoi, de prendre cette peur-là, de le transformer littéralement en gros cauchemar ambulant, et de créer un cauchemar d'un king en question, d'une sexualité en question, et d'en faire quelque chose qui va être fun. Et au final, c'est genre, je l'ai pris, j'en ai fait quelque chose. J'aimerais bien pouvoir encore dire que le drag est de toute manière ultra politique. Je pense que c'est en train de crever, ça. Parce que comme chaque mouvement culturel qui se mainstreamise, ça s'édulcore. Quand on parle de personnes queerisées, de mouvements queer, qui est littéralement individuel et différent de personne à personne, l'homogénéisation, n'est strictement pas une bonne chose. Et puis c'est surtout que les réflexes de pouvoir et de domination de classe et de race et de genre et de tout ça reprennent le dessus, et qu'on a beau queeriser tout ce qu'on peut et tout le monde. Encore plein de gens qui se revendiquent queer sont pas... ou nouveaux queer, ou qui font du drag maintenant, sont strictement pas au fait par exemple, de la condition des personnes transgenres ou des personnes racisées. Parce que du coup, tu découvres le drag qui est quelque chose de foncièrement queer, uniquement par il y a un canal dont c'est pas l'angle. Et c'est triste, parce que le drag, c'est du fun, c'est plein de choses, c'est aussi une histoire. Et c'est une histoire qui s'apprend, et personne d'autre que soi-même peut l'enseigner, parce que c'est pas quelque chose qu'on nous enseigne. C'est à nous de faire les recherches, et c'est à nous en tant que communauté de s'apprendre les choses et de s'écouter. Mais il faut être ouvert à cette conversation, et pas juste être spectateur et se dire « Ah, ça a l'air fun, donc je vais le faire. » Parce que je pense que ça a été le moment où j'étais le plus triste de ma vie, c'est quand une personne qui fait du drag et du Club Kids m'a dit que un, elle n'était pas queer, et que deux, elle trouvait que la vision du queer était oppressive. Et ça peut peut-être le sembler si on ne sait pas ce que c'est le queer, ou si on est juste dans un milieu où tout le monde fait ci, fait ça, il y a des règles, mais qui sont juste des règles de respect. Et c'est juste que ça s'apprend, quoi. Si on fait tous nos recherches, et si on fait toutes nos recherches, et qu'on voit que, en fait, c'est pas juste de la liner, quoi. Et c'est ça que tu voudrais dire, puisqu'en fait, je pose toujours à mon invité la question du conseil à donner à ceux qui voudraient être Club Kid ou drag. Est-ce que du coup, ce serait ça? Faites des recherches. Ouais.
Il n'y a aucun mal à apprendre son histoire, on va dire. Il peut avoir aussi des conseils moins maternalisants, on va dire. De ne pas vouloir grandir trop vite. Ouais, c'est-à-dire. Si tu te places dans le cadre où littéralement quand tu fais du drag ou tu crées du club kit, tu crées une nouvelle personne. On est dans la culture du branding, on est dans la culture de faut que je vende ma marque directement, machin. J'espère que toi en tant qu'être humain t'es pas la même personne que quand t'avais 3 ans. Et c'est un peu ce truc-là, c'est qu'il y a strictement pas de mal à se perdre, il y a strictement pas de mal à faire des tests, il y a strictement zéro mal à ne pas être on point. Est-ce que tu peux créer quelqu'un de totalement nouveau? Pourquoi est-ce que tu vas créer quelqu'un qui existe déjà? Ou reprendre tel truc que telle personne a fait parce que tu penses que c'est ça drag ou c'est ce que t'as vu le drag. Non, tu peux littéralement faire ce que tu veux et créer qui t'as envie d'être. C'est ça qui est trop bien, c'est que le drag évolue avec la personne qui le fait. Et c'est génial. Et qu'on a tendance à se dire, maintenant c'est ce que je fais et les gens aiment bien ce que je fais. Et puis toi, en tant qu'être humain, tu grandis et puis ton drag évolue avec. Ce qui est super cool, c'est que tu crées littéralement une nouvelle personne. Merci. Je t'en prie. Merci Arthur. Merci à Klaus d'avoir accepté de venir dans Flamboyante, j'ai kiffé cette conversation. Merci à toi pour ton écoute, tu peux suivre Flamboyante sur les réseaux sociaux, tu peux aussi t'abonner sur ton application de podcast et laisser 5 étoiles. Vous êtes grave le sang, je vous love, intense passion.